Bonjour et bienvenue au sommet de l'épanouissement et du développement personnel. Et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Cécile Villeur. Bonjour Cécile. Bonjour Émilie, bonjour tout le monde. Je suis plus que ravie de t'accueillir du coup dans ce sommet aujourd'hui et on va parler finalement d'une méthode qui est moi que je ne connaissais pas justement avant de te connaître. Donc je me réjouis de la faire découvrir, de découvrir son côté, bon, je ne vais pas tout dire, hein, c'est toi qui vas la présenter, mais vraiment son côté à la fois ludique, à la fois voilà, on va vraiment avoir dans les mains et voir concrètement, on va pouvoir imaginer, on va pouvoir créer un théâtre. Et donc, je me réjouis de partager tout ça avec les personnes qui nous regardent et qui nous écoutent, puisque comme vous le savez, vous aurez aussi les audios. Donc, dans tous les exercices, Cécile aura à cœur de à la fois vous montrer les exercices et puis à la fois vous expliquer ce qu'on va faire de manière concrète. Donc, les explications seront finalement un petit peu plus longues, puisque les personnes qui nous écoutent en audio devront aussi écouter toutes les explications pour pouvoir se représenter le théâtre que nous serons en train de jouer. Donc, Cécile. Alors, Cécile, tu as fait pas mal de choses, donc je vais commencer par te présenter. Tu es enseignante certifiée en hypnose et PNL, thérapeute et auteure, et le fonctionnement du cerveau humain et l'efficacité des thérapies brèves te passionnent depuis plus de 20 ans. Transmettre ton savoir-faire et ta vision de l'accompagnement fait partie de ta mission de vie, et c'est finalement ce qui t'a amené à créer à l'essentiel de l'accompagnement existentiel, qui est en fait une formation complète et certifiante. Et tu as aussi des formations en hypnose, en auto-hypnose, des ateliers pour enfants, des hypnoses en concert. Ça, tu vas nous expliquer ce que c'est, et pas mal d'autres choses. Et donc, tu as créé une approche, et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui, thérapeutique, qui utilise la symbolisation. Et donc, tu as nommé cette approche la thérapie par la chose-if, ou l'art de mettre en scène l'inconscient pour proposer notamment aux hypnothérapeutes, aux PNListes, aux psychologues et aux psychanalystes d'orientation jungienne une nouvelle formule ludique et didactique d'aborder le monde intérieur et symbolique de l'être humain dans l'idée de son évolution. Et tout ce qui est, pour ceux qui me connaissent, tout ce qui est ludique, je réponds présent. Donc, je me réjouis de ce que tu vas nous partager. Donc, tu es auteur de la thérapie par le chose-if ou l'art de mettre en scène l'inconscient et de comment transformer votre vie grâce aux thérapies courtes. Voilà pour un brossage global de tout ce que tu as fait, ou en tout cas une partie d'eux. Et est-ce que tu pourrais commencer par nous dire pourquoi tu as accepté de participer à ce sommet ? Alors écoute, pour deux raisons. D'abord, c'est parce qu'un ami qui m'est très cher, qui s'appelle Christophe Godefriot, m'a parlé de toi et de ce projet de sommet. J'ai trouvé que c'était une idée très, très généreuse et très solidaire, parce qu'on passe par une période un peu difficile pour pas mal de gens en ce moment. Et puis, quand je t'ai rencontré sur Zoom, le contact a tout de suite bien passé, et c'est vraiment avec plaisir que je suis là pour partager ça avec toi et tout le monde. Et je te remercie mille fois d'avoir accepté l'invitation, et j'ai envie de plonger directement dans ce qui nous occupe aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur justement la thérapie que tu as créée ? Alors avant de parler de la thérapie par la chose-if elle-même, je pense que c'est juste important de relever que dans notre inconscient, dans notre imaginaire, il y a tout un monde qui existe. Et ce monde, il est peuplé de symboles, d'archétypes et de métaphores. Et en fait, c'est un monde qui, contrairement à tout ce qui est rationnel, à tout ce qui est mental, nous permet de vraiment nous relier au cœur de nous-mêmes, ainsi que, on pourrait dire, au tout, la connexion à la nature, aux autres, etc. Alors que notre mental, lui, est plutôt fait pour réfléchir, pour anticiper, pour concrétiser, etc. Et en fait, dans notre monde, à notre époque, on apprend surtout à travailler avec notre mental, déjà à partir de la petite école et jusqu'aux études les plus supérieures, idem dans le monde professionnel. Et en fait, on oublie complètement
tout ce qui est le jeu IJ-EU de l'enfant, qui correspond aussi au IJ-E de soi, et de la force du pouvoir qu'a le jeu. Et ce jeu, on peut le faire justement avec tout cet imaginaire, tout ce monde symbolique, toute cette population qui habite, qu'on retrouve d'ailleurs dans nos rêves, qu'on retrouve dans la méditation, qu'on retrouve dans l'art, etc. Donc, c'est important de prendre en compte cette facette de nous-mêmes et l'importance de ces symboles sur notre vie et sur notre relation au monde. Et peut-être d'ailleurs, je rajoute une question avant, voilà, avant d'aller plus en avant sur finalement ta méthode, c'est comment est-ce que ça t'est venu? Comment est-ce que tu as découvert finalement ça, enfin découvert ou créé, ou pourquoi tu as créé cette méthode? Alors en fait, dès que j'ai commencé par étudier le coaching, puis ensuite la PNL. Et avec la PNL, immédiatement, on s'est intéressé à ce monde symbolique intérieur. Mais on le faisait uniquement de façon interne. Ensuite, j'ai découvert l'hypnose. Et là, on travaille beaucoup avec des métaphores. On raconte des histoires, en fait, aux personnes qu'on accompagne. Donc, de nouveau, on travaille avec cet univers inconscient. Mais on ne le voit pas. On ne peut pas le toucher. On ne peut pas le ressentir. On ne peut pas l'entendre. On est obligé de l'imaginer. Et à moins qu'on ait des dons d'artiste, ben voilà, ça reste du domaine de l'imaginaire. Et je me suis rendu compte qu'en fait, on pouvait externaliser, concrétiser tous ces symboles en utilisant par exemple des petites figurines, des Playmobil, des petits personnages, des poupées russes ou encore bien d'autres choses. Et à partir de là, justement, comme tu le disais avant, ça devient le petit théâtre de l'inconscient et on voit vraiment une pièce de théâtre, la pièce de théâtre de notre inconscient prendre forme sous nos yeux. Et ça, c'est en fait très aidant pour différentes raisons neuroscientifiques, je dirais. C'est qu'en même temps, on est associé à un objet symbole, en même temps, on en est dissocié. Quand par exemple, on voit un objet symbole tel que celui-là, je ne sais pas si vous voyez bien, Gargamel des Schtroumpfs, qui est vraiment un vilain bonhomme, eh bien, il peut tout à fait faire penser à quelqu'un, à un abuseur qu'il a utilisé pendant qu'il est enfant, ou à quelqu'un qui manipule, etc., etc. Donc, on peut vraiment mettre une forme sur un ressenti, et puis ensuite, on peut se promener tout autour en fait de ce personnage pour le voir de derrière, de devant, de côté, etc. Donc, on lui donne vie, et en même temps, on donne vie à notre ressenti, à notre monde imaginaire. Donc, Voilà. si j'ai bien compris, vraiment, l'objectif, c'est de essayer de faire en sorte que les pensées et les ressentis, les émotions soient moins abstraites. Alors, quand on est triste, c'est très concret. Donc, quand je dis abstrait, c'est plus… est-ce que… Bon, je vais finir mon idée. Donc, c'est plus, en fait, faire jouer des rôles ou rendre… mettre dans la réalité de manière peut-être à pouvoir analyser avec d'autres sens que juste ce qu'on ressent. Donc, ça pourrait être par les yeux, ça pourrait être ça peut être peut-être aussi des sons ou des objets qui font du bruit, et donc permettre en fait d'avoir peut-être une autre compréhension, voire, soyons fous, trouver des solutions ou permettre de digérer plus facilement ce qui nous occupe et ce qui nous préoccupe, c'est ça? En fait, c'est absolument ça. Il y a quelque chose que j'ai oublié de dire, c'est que ce monde de symboles, d'archétypes, de métaphores qui est de notre inconscient, il est vivant. Donc, il peut évoluer. Chaque symbole peut évoluer. Il peut devenir de plus en plus grand, de plus en plus petit. Il peut se transformer de quelque chose de terrifiant à quelque chose de contraire très agréable. Donc, en fait, ces symboles sont vivants. Et à partir du moment où on s'intéresse à eux, on les apprivoise, d'où la phrase du Petit Prince dans la présentation, eh bien, ils sont prêts à nous écouter, à dialoguer avec nous. Et donc, on en fait des alliés plutôt que des choses ou des objets à combattre. Et ça, en utilisant les objets, ça nous permet justement de choisir 1, 2, 3, 4 symboles, de les poser et de travailler avec eux. Et donc, de concrétiser ce monde imaginaire. D'accord. Et du coup, est-ce que ça revient dans une certaine mesure au même type de process que l'écriture, par exemple? Oui, tout à fait. Si on considère l'écriture comme un art ou le besoin de poser quelque chose, absolument. Tout à fait. Faire ressortir. Tu pourrais peut-être, du coup, pour les gens qui nous regardent et qui nous entendent, hein, parce qu'on en a discuté, donner un exemple concret de comment est-ce qu'on peut utiliser ça dans la vie quotidienne de tous les jours? Bien sûr. Alors, à la base, la méthode, elle n'est pas faite pour être utilisée
par soi-même, parce qu'il faut quand même avoir de bonnes connaissances de comment on fonctionne, de comment travailler avec ces symboles, etc. Donc, c'est pour ça que je forme maintenant des gens dans toute la francophonie pour étendre un petit peu tout ça. Mais une personne qui fait beaucoup d'hypnose, beaucoup de thérapie brève, etc., peut tout à fait le faire pour elle-même. Mais sinon, c'est bien de se faire accompagner. Donc, tu demandais un exemple concret. On parlait tout à l'heure de l'été et du temps des vacances, avec cette année 2020 qui est un peu comme ci, comme ça. Donc, peut-être, Émilie, je pourrais te demander à toi, et peut-être que tout le monde peut se joindre à cette question à sa façon. Qu'est-ce que ce serait pour toi les vacances cet été? Et tu peux me répondre, c'est comme si ce serait une grande plage, c'est comme si ce serait une grande respiration, c'est comme si je serais comme une petite fille qui sautille partout, tu vois, quelque chose du domaine de l'imaginaire, comme ça. Ben écoute, pour moi, les vacances, ce serait déjà, tu sais quoi? Ce serait déjà être en mouvement. Vu En la mouvement. période qu'on vient de passer avec le confinement, etc., je pense que plus de mouvement, de l'air frais et de la nature, pour moi, les vacances, ce serait ça. D'accord. Alors à ce moment-là, je vais te présenter quelques objets. Alors dans mon cabinet, j'en ai, je pense, 200-300. Là, j'en ai juste choisi quelques-uns qui ne sont pas trop grands et un peu représentatifs. Donc je vais t'en proposer 2, 3, 4 qui pourraient représenter le mouvement, cette envie de mouvement pour toi. Et de quelque chose de la nature, tu disais. Donc je les ai posés ici. Voilà. Est-ce que tu les vois bien? Est-ce que vous les voyez bien? Alors, Alors là, tu as un coquillage qui est à moitié travaillé. Donc on voit un peu la nacre, beaucoup la nacre à l'intérieur. Là, tu as un bracelet de perles colorées, un cercle en tissu, un bout de bois flotté, donc qui a dû bien voyager, et puis une pierre, je ne sais plus comment on l'appelle, une pierre très brillante, dorée, je ne me souviens plus de son nom. Est-ce qu'un de ces objets t'inspire, ou alors peut-être un poisson de couleur? J'essaie de le mettre là où tu peux le voir. euh, écoute, j'hésite vraiment entre le coquillage et le bois pour la légèreté et le voyage, mais alors les couleurs du nacre et puis le coquillage où on entend la mer, là, j'avoue, je pense que mon choix est fait, je vais aller vers le coquillage. Le coquillage, d'accord, très bien. Donc ça, on pourrait dire que c'est l'état que tu as envie d'atteindre. La nature, le mouvement représenté par ce coquillage. On est d'accord? Mhm. Est-ce que tu es plus à l'aise quand il est comme ça, quand il est comme ça, ou comme ceci? Comment tu le voudrais? Donc, pour ceux qui nous écoutent, Cécile me pose la question, est-ce que je suis plus à l'aise quand on voit le creux du coquillage ou quand on voit le dessus du coquillage? Je suis plus à l'aise quand on voit le dessus du coquillage. Donc, comme il est posé là, ça te convient bien. Ça fait ça. D'accord. Maintenant, comment on pourrait dire que tu te sens, Émilie? Que d'autres, vous vous sentez, alors que vous n'êtes pas encore parti en vacances et que vous ressentez ce besoin de mouvement, par exemple. Ce serait comme quoi pour toi? Euh, du coup, ah, je sais, une cocotte minute. Une cocotte minute. Ouais. Alors, je n'ai pas de cocotte minute sous la main. Qu'est-ce que je pourrais te proposer qui ressemble à une cocotte minute? Je vais te présenter des choses qui ne sont pas très sympathiques et puis tu me diras si ça te parle ou pas. Oui. Donc, il y aurait celui-là, il y aurait celui-là qui est vraiment pas très joli non plus. Ça, c'est une pierre volcanique. Attends, je vais la mettre là pour le moment. Il pourrait y avoir une gargouille aussi. Écoute, je vais prendre, donc en fait à gauche il y a une statue plutôt noire. Ensuite c'est à côté, alors je ne sais pas ce que c'est, mais alors je vous explique ce que moi je vois, une espèce de scampi, mais tout gris et tout replié sur lui-même. Donc il a vraiment pas l'air au mieux de sa forme. Et puis un coquillage tout noir, ou une pierre toute noire. C'est une pierre volcanique en fait. Ah, c'est une pierre volcanique, voilà. Et puis, il y a une gargouille à côté. Écoute, j'ai déjà pris un coquillage qui est rond, donc pour les yeux, je vais changer. Écoute, je vais prendre le scampi rabougri. D'accord. Ok, donc ça, c'est les deux objets. Celui qui te représenterait, enfin, qui représenterait l'état dans lequel tu te trouves maintenant, et puis l'état que tu désires atteindre en vacances. Il est vraiment temps que je parte en vacances.
Alors là, c'est juste un petit exercice, une démo. Donc, on ne peut pas utiliser toute une table ou tout l'espace du cabinet. Mais imagine, par exemple, si on rapproche les objets l'un de l'autre à 1 centimètre, on pourrait dire que tu es prête à sauter dans l'état des vacances. Si par contre, on les éloigne au maximum, il y a tout un chemin à faire quand même jusqu'à ce que tu trouves cet état-là. Donc maintenant, je pourrais te demander comment tu te sens, à quelle distance tu auras envie de mettre ces deux objets l'un de l'autre pour que ce soit parlant pour toi. Écoute, moi, je pense que je voudrais mettre le scampi rabougri, tu vois, couché, style, tu vois, je tends vers les vacances. Non, de l'autre côté, tu m'éloignes des vacances. Voilà, avec la tête du scampi vers le coquillage. Voilà. Tu vois, où tu vas un peu en rampant, genre, je vais y arriver, je vais y arriver. D'accord, super. Alors maintenant, Émilie, je pourrais te demander de quoi est-ce que tu aurais besoin pour faire ce petit passage-là? Tu vas y arriver, tu vas y arriver. Qu'est-ce qui te manque en fait pour y arriver? Écoute, ce qui me vient, c'est la première chose qui me vient, je te dis ce qui me vient, c'est un toboggan. Un Tu vois? toboggan. Ouais. Ok. Tu vois, ou quelque chose qui glisse, genre, piou, on Est-ce y que est. cet objet-là pourrait représenter le toboggan? Ou alors celui-ci? Oui, ah ben donc, et Cécile me montre le bois de tout à l'heure, le morceau de bois qui flotte là. Donc oui, c'est très sympa ça, c'est chouette parce que du coup, tu te laisses un peu porter par la mer jusqu'aux vacances. Et moi, ça me va bien là. On reste un peu dans le même, dans le même univers, dans la même ambiance. Et donc l'idée, c'est de placer finalement le bois entre le scampi rabougri et le coquillage. Exactement. Et puis là, c'est à toi ou à la personne que j'accompagnerai qui me dirait, mais voilà, j'aimerais le poser comme ceci ou comme cela, donc en lien entre les deux, ou au contraire, dans cette position, c'est plus parlant, ou pour que Non, ça en lien fasse vraiment entre les un deux. toboggan. Ouais. Qu'est-ce qui te conviendrait le mieux? En lien entre les deux, c'est bien. Nous plaçons Comme ça, entre, ça te va. D'accord. Ok, super. mais pas sur sa tête hein, quand même. Pas sur sa tête. Du coup, J'aimerais la tête en il risque dessus. d'étouffer. Voilà, c'est ça, tout à fait. Ça, c'est parfait, ça. Alors là, de nouveau, on ne peut pas le faire parce que c'est un exercice, mais ce qui serait intéressant, ce serait de venir, que tu viennes te positionner toi ici, Mhm. pour voir depuis la place, depuis la tête du scampi, qu'est-ce que ça donne quand il regarde le toboggan et puis la mer qui l'attend au bout et donc les vacances. Et puis ça pourrait aussi être que tu viennes de l'autre côté, du côté du coquillage, regarder depuis quand tu es en vacances, ce toboggan qu'il y a eu et qui a permis au scampi de venir en vacances. Et peut-être que le coquillage ici pourrait avoir un message d'encouragement pour le scampi, pour lui dire, par exemple, j'imagine, hein, tu vois, le toboggan il est là, tu avais oublié qu'il était là, mais il était là et il t'a amené à moi, par exemple. Donc là, on est vraiment en train de travailler avec ce qu'il y a au niveau inconscient dans ta tête, au niveau symbolique par rapport aux vacances de cet été 2020. Et en le travaillant avec des objets, tu vas vraiment pouvoir créer l'acte 1 de ta scène, l'acte 2, l'acte 3, jusqu'au tombé de rideau, en fait, où tu te sentiras déjà presque en vacances, en tout cas beaucoup plus qu'avant d'avoir commencé l'exercice, par exemple. Et donc, du coup, ce qu'on peut attendre de cet exercice, par exemple, c'est quoi? C'est un espèce de regain d'énergie en vue des vacances qui arrivent ou plus un ancrage par rapport au présent en disant, OK, je sais que les vacances sont là, je sais qu'elles vont arriver, je prends aussi conscience peut-être de ma fatigue, de peut-être ce qui me pèse, parce que la fatigue, c'est peut-être une fatigue physique, mais peut-être qu'avec le confinement et ce qu'on a vécu, il y a pas mal de fatigue psychologique aussi qui s'est accumulée, charge mentale, famille, peut-être que la culpabilité par rapport aux enfants de ne pas avoir pris assez de temps, eu assez de temps, voilà, des choses pour lesquelles on a fait des choix dans la vie, finalement, on s'est rendu compte que c'était peut-être pas forcément ce qu'on voulait, ou qu'on voudrait autre chose, qu'on veut changer de boulot, ou peu importe. Et donc, ce type d'exercice, en partant du postulat de je suis en vacances, je veux partir en vacances, voilà, on remonte et ça nous permet j'imagine que de choisir des objets. Et toi, tu vas encore poser des questions par rapport à l'état, par rapport à comment tu te sens, par rapport à pourquoi est-ce que finalement tu es un scampire rabougri plutôt qu'une gargouille ou autre chose. Et donc, en questionnant l'état, ça permet d'avoir toute une série d'informations et c'est plus facile de renseigner sur quelque chose d'extérieur sur le scampire rabougri que sur comment je me sens et démêler un petit peu les ressentis, ce que je me dis, les croyances, etc. C'est ça? Tout à fait, absolument.
C'est absolument ça. En fait, ça va te permettre ou ça va permettre à qui que ce soit qui fait cet exercice, plutôt en étant accompagné, mais il peut l'essayer seul aussi, de faire plusieurs prises de conscience, comme tu viens d'en donner plusieurs exemples maintenant. La première, c'était le mouvement, tu avais envie de mouvement. La deuxième, c'était, tu as dit une cocotte minute, il n'y avait pas, mais du coup, c'était le Scampi. Le Scampi, il a vraiment besoin pour pouvoir avancer de regarder vers son objectif, donc de regarder, alors, de regarder les vacances. Et puis, tu as trouvé une ressource dont tu ne t'es peut-être pas rendu compte au niveau inconscient, c'est un toboggan qui te permet de glisser de l'un à l'autre. On retrouve de nouveau cette notion de mouvement qui est importante pour toi. Donc, il y a déjà plusieurs prises de conscience qui peuvent se faire, mais ensuite, je pense que le plus gros du travail se fait au niveau neuronal. Parce qu'en fait, on a des milliards d'autoroutes et de routes et de petits chemins neuronaux. Le fait d'avoir déjà changé tout ça va faire que ton autoroute sur laquelle tu étais jusqu'à maintenant en tant que cocotte minute ou en tant que Scampi, eh bien, ça devient une autre autoroute qui te permet déjà justement de plus te projeter vers les vacances. En fait, c'est comme si on donnait un GPS au cerveau grâce à cette petite mise en scène en lui disant « voilà, c'est là où je vais aller et je ne veux pas rester sur là où j'étais jusqu'à maintenant ». Et le cerveau, il a besoin qu'on lui donne ce genre d'indication. Parce que dès qu'on se fixe un objectif, surtout s'il nous attire, par exemple les vacances, eh bien, il va avoir tendance à mettre tout en œuvre pour le rejoindre. Et je pense dans l'exercice justement avec les objets, l'objet choisi pour le toboggan, qui était finalement un bout de bois, a ajouté quelque chose auquel je n'avais pas forcément pensé. Donc, il y avait le Scampi. Et du coup, moi, je voyais vraiment genre, ah, j'ai plus d'énergie. Si on pouvait me donner un toboggan jusqu'aux vacances, ça m'arrangerait. Et puis, du coup, je me suis dit, ah, mais attends, Scampi, j'ai pensé plutôt Scampi, limace, c'est pas obligé d'être un toboggan, ça peut être, tu sais, quelque chose de mouillé, tu as ça, tu vois, dans des parcs de vacances, etc., où tu te lances et où tu glisses savonné, etc. Ça fait un peu Interville, hein, mais bon, ça ne nous rajeunit pas. Ouais, c'est juste. Et le bout de bois a rajouté quelque chose auquel je n'avais pas pensé, c'est justement le fait de flotter. Et donc, Oui, tu n'es pas obligé de glisser pour avancer, c'est qu'en fait, en flottant avec quelques coups de rame de temps en temps, il y a aussi moyen d'arriver au but. Et c'est vrai que sans le bois, tu ne penses pas forcément à ça. oui. Et donc, du coup, tu vois, c'est intéressant, le cerveau, il fait vraiment des associations d'une chose à une autre, depuis une pensée à l'objet, en passant par l'émotion, etc. Et en fait, là, tu as tout simplement trouvé une ressource. Et cette ressource, d'abord, c'était l'idée de glisser. Et maintenant, c'est de flotter. Donc, ça demande encore moins de résistance ou de force de ta part. Donc, pour quelqu'un qui est fatigué puis qui se sent un peu cocotte minute, c'est une vraie ressource que tu viens de trouver. Et à mon avis, pour toi et pour ceux qui ont fait l'exercice peut-être en même temps que toi, tu vas te rendre compte que tu vas penser à cette ressource dans les jours qui viennent. Et que rien que ça, non seulement ça va changer les choses dans ton système neuronal, mais du coup, ça va amener d'autres émotions par rapport à ce sentiment que tu as maintenant de fatigue, de stress, de culpabilité, etc. Donc, voilà en très, très, très gros comment ça fonctionne. Et est-ce que ça fonctionne pour tout type de situation et tout type de personnes finalement? Est-ce qu'il y a des moments où peut-être tu te dis ça c'est plus touchy ou ça c'est plus compliqué, de par exemple ton expérience, tu vois? Est-ce qu'il y a des situations dans lesquelles ça fonctionne hyper bien et d'autres beaucoup moins? Je te dis ce qui me vient en tête. Moi, je suis probablement un très bon public parce que j'adore jouer, que mon enfant intérieur, il est au taquet. Dès qu'il entend un mot qui commence par J, il est au taquet, on est parti, ludique, joue et vas-y. Donc voilà, donc peut-être que, est-ce que ça fonctionne mieux ou plus facilement, ou ça donne plus de résultats avec des gens qui sont plus peut-être orientés jeu, et est-ce que ça marche aussi pour des gens qui voient peut-être ça comme, oh, c'est pas sérieux, tu vois? Alors, de toute façon, en accompagnement, quand quelqu'un prend quelque chose pas au sérieux, eh ben, c'est un très bon indice pour nous qu'on a trouvé une méthode avec laquelle il ne va pas se méfier, et puis il va entrer dedans, et puis il va se comporter justement comme un enfant. Ça va permettre à son mental de baisser des soi-disant résistances, et simplement de prendre du plaisir à se dire, mais qu'est-ce qu'elle me raconte? Où est-ce qu'il veut m'emmener, celui-là? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors peut-être qu'il va se poser aussi des questions, oui, mais j'ai quand même pas payé 100 francs, 100 euros pour une séance, etc. Mais nous, on s'en fiche, on fait notre travail d'accompagnement pendant ce temps-là. Parce qu'en fait, les objets, bon, moi, je les ai en général dans un panier comme ça.
Et je propose tout de suite de le poser par terre et qu'on sorte ensemble les objets du panier. Donc là, si tu veux déjà au niveau métaphorique, la personne, même si elle est très dans le mental, va se retrouver enfant. Ah, mais c'est le coffre d'Ali Baba, c'est la caverne au trésor, etc., etc. Ça va ramener des souvenirs d'enfance, évidemment, ou de jeux qu'il a eu avec ses enfants, par exemple. Donc déjà là, on fait un recadrage, l'air de rien. On change déjà la situation. Et puis après, j'ai jamais vu personne qui dit non, mais je sais pas quoi choisir. On peut aider en disant, ben, écoute, on ne sait jamais, peut-être que vous êtes attiré par un objet, mais vous ne savez pas pourquoi. Et c'est pas important. C'est l'objet qui vous appelle, prenez-le pour ce qu'il est. Dans le bouquin, il y a un praticien qui raconte l'histoire avec, une séance avec un jeune autiste, enfin jeune, il a une vingtaine d'années, je pense. Il n'avait aucune idée de pourquoi il choisissait tel ou tel objet, mais ça l'a rendu très heureux, il a trouvé plein de ressources, il était très content. Et il y a un autre exemple donné par Marie Wenker, qui travaille beaucoup avec les réfugiés dans les camps en Grèce. Évidemment, il y a des problèmes de langage, de partage, mais de nouveau, l'objet symbole, en tant qu'objet transitionnel, permet de couper court au langage. Donc, il peut de nouveau se passer beaucoup de choses, des prises de conscience, des partages, etc., sans devoir de nouveau faire appel à notre mental, au côté cognitif. Avec les enfants, ben, évidemment, ils sont ravis. Les ados qui n'ont pas tellement envie de discuter avec des adultes de leurs problèmes, etc., ça passe très bien aussi. Et puis, on a remarqué, des praticiens et moi-même, avec le temps, que ça va très bien avec des personnes âgées qui commencent à avoir des problèmes d'Alzheimer, de perte de mémoire, de choses comme ça. Parce que de nouveau, elles ne savent pas ce que ça leur rappelle. Mais très souvent, ça leur rappelle des bons souvenirs d'enfance, des moments où ils chantaient, où ils dansaient, etc. Et juste de travailler avec ça, ça leur permet d'être dans cet instant présent-là. Et donc, on le sait, hein, pour les personnes qui sont un peu confuses au niveau cognitif, comment dire, ça les déstabilise. Et là, de pouvoir se mettre dans l'instant avec des objets, de pouvoir les toucher, les caresser. Il y en a certains qu'on peut écouter, par exemple, comme celui-là. Ça peut être un très bon ancrage et simplement un vrai moment dans l'instant présent. Et ça fonctionne pour tout type de situation? Absolument, oui, oui. Parce que on peut travailler au niveau des contextes professionnels, familial, sentimental, sportif, etc. Donc avec des objectifs, par exemple. Mais on peut aussi travailler avec d'anciens moi, d'anciennes parties du moi, qui n'ont pas été guéries de quelque chose ou qui n'ont pas été entendues par rapport à un traumatisme ou quelque chose comme ça. Et on peut travailler avec des moi du futur. Donc aller chercher des ressources vers des moi du futur. Pour ça, par exemple, on peut imaginer les poupées russes. Tu vois, il y en a une qui pourrait représenter le moi bébé, une autre le moi à l'instant du traumatisme, une autre maintenant, et puis d'autres qui seront plus sages par la suite, qui ont des messages à apporter aux poupées russes d'avant. Donc en plus, on peut jouer avec la temporalité. Et de nouveau, au niveau des circuits cognitifs, ça va les forcer à faire quelque chose de nouveau. Et on sait que quand on a une souffrance, un trauma, une peur, une émotion très forte, quelque chose comme ça a tendance à s'enquister, à ne plus bouger. Et là, en fait, grâce à ce petit théâtre, on va aller remettre du mouvement là-dedans. Voilà, en très gros. Donc, on peut donc jouer avec des parties du moi. On peut jouer avec des parties de soi aussi. Tu sais qu'on est composé de 1001 parties de nous-mêmes qui sont différentes et qu'elles ne s'entendent pas toujours très bien entre elles. Il y en a parfois qui sont même en guéguerre. Et donc, on peut aller aussi dialoguer avec, par exemple, mettons, il pourrait y avoir une partie qui serait ça et une partie qui serait ça. Et bien simplement, on Une peut... partie pomme de pin et une partie gargouille, c'est ça? Voilà, tout à fait. Ouais. Ou alors, ça pourrait être aussi une pomme de pin et un poisson, c'est égal, hein, les objets. Mais simplement, est-ce que vous vous connaissiez l'un l'autre avant? Est-ce que ce serait possible que vous commenciez à dialoguer en sachant que vous œuvrez ensemble pour la même personne, par exemple? Est-ce qu'on pourrait prendre le temps parce que je pense que ça peut intéresser pas mal de personnes, tu vois, de passer, bon, bah, on l'a vu avec moi maintenant, les vacances, etc., mais peut-être par rapport à tout ce que bon, bah, enfin, le confinement, post-confinement, et puis maintenant on remet des masques, possibilité de seconde vague, enfin, de pouvoir peut-être faire ce type d'exercice avec deux facettes de soi, parce que je pense que ça peut vraiment intéresser pas mal de personnes.
de pouvoir mettre en pratique ce côté voilà comment je me sens, où il y a deux. Enfin, je vais te prendre un super exemple. J'en parlais justement tout à l'heure avec une autre maman. On se dit, bah, tiens, voilà, tu as la facette maman avec les enfants à la maison, on est en télétravail, et la facette, ok, mais moi, je dois quand même travailler à un moment donné. Et donc, du coup, la maman, enfin que ce soit d'ailleurs entrepreneur ou employé, peu importe le poste, c'est le fait d'être en télétravail à la maison, que ce soit papa et maman, peu importe, et de dire comment est-ce qu'on peut être dans une journée maman et travailler et le faire sans se sentir coupable de laisser son enfant 3 quarts d'heure devant la télévision alors que d'habitude c'est 20 minutes. Enfin, tu vois, d'avoir j'ai beaucoup de personnes que j'accompagne, j'ai croisé beaucoup de personnes qui ressentent ça et moi-même, bah voilà, je suis dans ce cas-là puisque j'ai aussi un petit peu à la maison et d'essayer de trouver ce juste milieu en étant maman à 100%. Quand on travaille, ben, on travaille autant que faire se peut à 100% et de pouvoir être jongler entre les deux en compartimentant ou en tout cas, tu vois, en étant d'accord avec les parties de toi sans trop, parce que sans culpabiliser, je pense que ça va être compliqué, mais sans trop culpabiliser, soit de ne pas travailler alors qu'on devrait, mais bon, ça se met pas parce que voilà, il y a les enfants et qu'on ne sait pas être à 100% avec les enfants et 100% au travail. Donc pour toi, d'un côté, il y aurait la volonté ou le désir d'être maman à 100%, donc disponible, et de l'autre côté, il y a le fait que tu es aussi une professionnelle. C'est ces deux parties-là dont tu parles. Là, si tu veux, je pense que c'est la partie maman qui, du coup, est en accord quand elle est avec ses enfants, mais cette partie maman n'est pas en accord parce qu'elle sait qu'elle doit, à côté de ça, travailler. Et puis, quand tu travailles en disant, écoute, voilà, il faut absolument que j'avance sur un dossier, tu travailles et tu sais que par définition, tu ne sais pas être là pour ton enfant. Et donc, soit tu lui donnes des trucs à faire, mais tu sais qu'en gros, toutes les 6 minutes 32, t'es dérangé, soit tu le mets devant, par exemple, un dessin animé, et là, tu sais qu'il y a probablement 1 heure qui se passera le temps que tu émerges à nouveau, et sachant qu'après probablement 25 minutes, une demi-heure au minimum, tu as un petit sentiment de culpabilité qui apparaît en disant, mon Dieu, est-ce que tu sais que ton enfant est devant la télévision et que ça ne va pas du tout, tu vois? Essayer de jongler peut-être avec ces parties-là et de voir comment tu vois, ta méthode peut permettre de trouver des solutions, au moins se représenter la situation et imaginer des pistes de solutions, parce que je pense que je ne dois pas être la seule dans ce cas, et vu le nombre de personnes qui m'entourent et qui partagent la question de la charge mentale et du rôle de parent, je pense que c'est un exemple qui peut être intéressant. Tout à fait. Donc là, je ne vais pas te faire l'exercice parce que je vais plutôt faire une petite démo de ce qu'on pourrait faire. Mettons que ça, c'est l'Émilie 100% maman, d'accord? Donc déjà, on va vraiment prendre le temps, tu vas prendre le temps d'aller observer cette pive, cet objet-là que tu as choisi sous tous ses angles. Donc de différentes positions, d'en dessus, même d'en dessous, pour bien faire connaissance de cette partie-là de toi. Déjà là, ça va t'amener des prises de conscience. Donc là, tu prends la pomme de pain en main et l'objectif, c'est dans cette partie-là, dans l'une des deux parties qu'on a imaginées. Donc moi, par exemple, c'est la partie maman et la partie entrepreneuse. Donc là, ce serait la partie maman et on regarde la pomme de pain un peu sous tous les angles, c'est ça. Alors non seulement tu la regardes, mais tu vas la prendre dans ta main, tu vas sentir son poids, sa texture, tu vas l'apprivoiser. Je parlais au début de notre Zoom d'apprivoisement, de faire connaissance. C'est exactement ça, c'est d'aller à la rencontre de cet objet symbole. Qu'est-ce qu'il a à dire? Qu'est-ce que je ressens quand je le tiens dans la main? Qu'est-ce que je ressens dans le corps? Parce que ça peut être justement un sentiment de culpabilité qui peut apparaître. Et peut-être que ce sera dans le plexus solaire ou peut-être que ce sera dans la gorge ou ailleurs. Donc, de ressentir cet objet dans la main, tout en le regardant, on peut même le renifler aussi si c'est un objet de la nature, ça va amener quelque chose dans le corps au niveau des émotions. Et de devenir attentive à cette émotion où ça se situe dans le corps, là de nouveau ça va permettre de mettre du mouvement à quelque chose qui s'était enquisté. Donc une fois que tu as bien fait connaissance avec cette pomme de pain, en séance, après je fais une séance d'hypnose en fait, pour bien que la personne intègre à l'intérieur ce que c'est que ce symbole pour elle. Et ensuite, on va faire la même chose avec l'autre symbole, celui qui représente la partie opposée, qui est, tu disais, le télétravail surtout maintenant. Et là aussi, on va aller découvrir sa texture, son poids, on va le regarder sous différents angles pour de nouveau vraiment l'apprivoiser. Et puis ensuite, de nouveau, en ressentant ce qu'il y a dans le corps, qu'est-ce que ça amène comme émotion, etc. Et puis ensuite, ces deux objets, on peut les prendre ensemble dans les mains et imaginer
grâce à l'hypnose ou à l'auto-hypnose surtout, ou même quelqu'un qui a beaucoup d'imagination, qui a un enfant intérieur qui est très présent, que ces deux objets symboles vont nous faire un cadeau aujourd'hui, un cadeau très important pour nous. Ensemble, ils vont nous faire ce cadeau. Et en fait, la somme de ces deux symboles va en faire apparaître un autre, un nouveau dans notre imagination. Alors, souvent, c'est un mélange des deux. Dans le cas de la pomme et du poisson, ça pourrait être, par exemple, on ne voit plus le poisson, mais on voit la nageoire et la pomme de pin. Tu vois, ce serait quelque chose de nouveau qui apparaît. Et puis ensuite, d'intérioriser ce nouveau symbole. Et rien que de faire ça, c'est ce qu'on appelle la négociation entre parties en PNL et en hypnose, eh bien, permet de deux symboles qui avaient des fonctions différentes, d'en créer une cohérente ensemble qui est nouvelle. Et donc, ça devrait permettre à ces deux parties de toi qui n'étaient pas en accord de s'accorder et donc de te permettre de ressentir moins de culpabilité, peut-être même de trouver d'autres façons de t'organiser, etc., etc. Donc, de nouveau, ça a vraiment parce qu'on travaille là au niveau symbolique, ça a des incidences au niveau des réseaux neuronaux et donc de nos émotions, de nos comportements dans notre quotidien. Voilà. Et donc d'arriver finalement avec des solutions qu'on n'aurait peut-être pas forcément envisagées. Tout à fait. Et c'est pour ça que je disais que tout cet univers inconscient imaginaire, en fait, il a beaucoup plus de ressources que notre univers mental, parce que leurs fonctions ne sont pas les mêmes. L'univers mental, en fait, les 60 à 80 000, même 90 000 pensées qu'on a par jour, tu sais que, enfin, vous savez peut-être que c'est beaucoup de ressassement. Parce qu'en fait, notre mental, il est dressé d'une certaine façon, enfin, il est en tout cas fait pour notre survie. Et donc, il va passer son temps à analyser ce qu'on a fait les jours, les semaines, les mois, les années d'avant, pour éviter que ça ne se reproduise dans le futur. Ça, c'est vraiment sa fonction et c'est ce qu'il sait très, très bien faire. Par contre, notre inconscient, lui, grâce aux symboles, etc., il travaille vraiment à un niveau qui est plus global, en fait. Beaucoup plus en connexion avec la nature, avec le monde, avec tout ça. Donc, comme tu le dis, on peut très facilement trouver des nouvelles façons de faire, d'être, de nouveaux chemins, etc. Ah bah, c'est vraiment passionnant. Merci pour cette découverte qui est à la fois très simple dans la représentation dans les recherches, mais effectivement, la grosse difficulté finalement, c'est, comme très souvent en fait, c'est de se poser à soi les bonnes questions. Exactement. Parce qu'on a tendance à, tout comme on choisit finalement la pomme de pin, ben voilà, tu me disais, je te disais, ah oui, donc vous la regardez sous toutes les coutures, et tu disais, ah oui, mais attends, on la prend aussi en main, on la fait rouler, on la pèse, et donc on a souvent tendance, comme finalement quand on est dans une situation qui est problématique et qui nous dérange, d'être très limité. Par nos croyances, par notre ressenti, par toute une série de choses. Et donc, le fait d'avoir quelqu'un qui te dit, ah oui, ok, tu as imaginé ça, mais est-ce que tu as une. Enfin, mais en Qu'est-ce que posant des questions, pour dire, mais est-ce que tu l'as pris en main? Est-ce que tu l'as senti en fait? Parce que moi, je suis visuelle, donc c'est vrai que je ne penserais pas forcément à la sentir avec mon nez, quoi. Donc, et probablement que les kinesthésiques ne penseraient pas à les regarder, à les sentir, et que les olfactifs ne penseraient pas à les analyser au détail près, quoi. Et donc, c'est toujours très riche, effectivement, d'avoir des gens comme à chaque fois, qui te posent des questions. Tout l'art est toujours dans les questions qui sont posées et te permet d'agrandir le champ des possibles et d'être finalement en lien avec ta créativité, qui te permet souvent de trouver des solutions. Oui. Et puis après, c'est vrai qu'il y a des symboles qui peuvent être extrêmement effrayants pour quelqu'un et pas du tout pour quelqu'un d'autre. Je me souviens d'une toute petite fermière de cette taille à peu près, qui était juste en taille, tu sais. Mais pour ce patactif-là, elle représentait sa mère qui avait eu une emprise sur lui quand il était enfant et il n'osait pas la regarder sur la table, tellement ça lui faisait peur. Donc là, s'il n'avait pas été accompagné, ça aurait été compliqué pour lui. Mais par contre, pour des choses qui sont moins importantes, comme ce que tu racontais tout à l'heure entre deux parties de toi différentes, c'est quelque chose qu'on peut faire soi-même. Pour autant qu'on ait déjà un petit peu de connaissance de comment on fonctionne, qu'on se connaît un petit peu. On peut le faire après aussi entre amis ou entre frères et sœurs, ou tu vois, quelqu'un qui en a confiance en fait. Dire voilà, moi je me sens tiraillée entre deux choses, ou je vois pas comment je vais réussir à atteindre cet objectif. Est-ce qu'on peut s'amuser avec les objets? Et c'est pour ça que le bouquin dont tu parlais tout à l'heure, je l'ai voulu très, très didactique pour que vraiment les gens puissent s'approprier cette méthode. Pour les accompagnants, ça peut être comment dire,
l'utiliser avec d'autres méthodes qu'ils connaissent déjà et que moi je ne connais pas, par exemple, et pour des personnes qui sont simplement curieuses de leur évolution, de vraiment bien comprendre qu'est-ce qui se passe, comment elles peuvent elles-mêmes se recadrer, quelles sont les bonnes questions à se poser, les bons mouvements à faire, etc. Donc je pense que c'est à la portée de tout le monde qui est curieux et qui ose en fait. Oui, voilà, je trouve que c'est vraiment une invention, une création. Et si tu parlais de théâtre, c'est vraiment ça, quoi. C'est devoir de créer soi-même sa propre pièce avec les acteurs, les situations voilà, qui nous touchent directement. Donc, je trouve ça vraiment magique. Est-ce que tu aurais un dernier conseil, outil, exercice, parce que bon, déjà en tant que tel, ta méthode est très riche et déjà, il y a déjà pas mal de choses à pratiquer, mais peut-être une astuce ou quelque chose de supplémentaire à nous proposer ou à nous donner si jamais on veut tenter de commencer à utiliser la méthode Chosif est-ce que peut-être tu pourrais donner un exemple de situation simple avec laquelle commencer? Je dirais déjà que la première chose, c'est d'apprendre à se connecter à notre inconscient, donc à devenir attentif en fait à ce qu'il nous propose comme symbole, comme ressenti, etc. Et ça, comme je le disais en début de Zoom, c'est pas du tout inné et c'est rarement acquis, à moins qu'on ait suivi des formations pour, etc. Mais ça fait pas partie du monde dans lequel on vit. Donc déjà, peut-être de devenir plus proche de ses rêves en commençant à les noter, de plus souvent se poser la question ok, je me sens triste, mais c'est comme quoi pour moi maintenant de me sentir triste. La question c'est comme quoi, c'est nous mettre directement en lien avec notre inconscient en fait, avec une métaphore. Et à partir de cette métaphore, on peut se dire ok, maintenant, maintenant je me sens, je vais prendre deux objets différents pour varier un peu. Euh, Maintenant, je me sens tout troué comme ce petit éléphant en bois. Comme s'il y avait beaucoup trop de choses qui m'avaient atteint à l'intérieur et que je n'arrive pas à m'en protéger. Et puis, ce que j'aimerais atteindre, c'est cet état du Bouddha que voici. Donc, maintenant, je me sens comme cet éléphant, mais qu'est-ce qui a fait que je me sens comme ça? Qu'est-ce que j'ai laissé passer? Qu'est-ce que je me suis laissé entendre de la part des autres qui ne m'a pas satisfait et qui a petit à petit a cassé ma carapace et me rend aussi fragile maintenant? Donc, c'est simplement de devenir attentif à ces symboles, à ces métaphores qui viennent et de commencer à dialoguer avec eux, de se poser des questions par rapport à elles. Ça, je pense que c'est le premier pas pour de nouveau donner un GPS à notre cerveau. Intéresse-toi un petit peu à tout ce monde des rêves, de l'imagination, des symboles, etc. Après, avec la thérapie par la Chosif en elle-même, moi, je pense que si on a des enfants, c'est d'aller fouiller dans leur coffre à jouets ou dans leur bac, etc. Quand on est en vacances, puisqu'on en parlait tout à l'heure, c'est de ramasser des objets dans la nature qui nous parlent, des pierres, des coquillages, du sable rose, noir, etc., des bouts de bois et autres, et simplement se dire, ok, je vais m'amuser avec mon petit théâtre un moment. Voilà, ben ça, ce serait peut-être comment je me sens maintenant, ça, ce sera la fin des vacances, ça, c'est un souci que j'ai. Oh, ben tiens, il y a cet obstacle-là, je l'avais oublié, mais c'est vrai qu'il est là et qu'il ressemble à ça. Et commencer simplement à, de nouveau, mettre du mouvement. Et rien que de mettre du mouvement permet de créer de nouveaux réseaux neuronaux. Après, une autre façon de faire aussi, si on ne sait pas très bien où on va et comment on y va, c'est de dire, ben voilà, voilà le petit théâtre, voilà le tombé de rideau, je ne sais pas très bien quoi en penser parce que finalement, je n'ai pas tellement l'habitude d'être en même temps metteur en scène, spectateur et acteur de ce petit théâtre. Ben, je peux demander à cette partie de moi qui sait, simplement de faire ce qu'il y a à faire dans les jours et les nuits qui s'en viennent pour que petit à petit tout ça se pose et que ça se passe au mieux pour moi. Par exemple, là de nouveau, on donne un petit GPS à notre cerveau et peut-être que dans les rêves, peut-être par des synchronicités ou autres, il va se passer. Donc vraiment retrouver notre âme d'enfant et s'intéresser à tout ce monde imaginaire. Ok, super. Bah, écoute, c'est vraiment plein de bons exemples et en plus facile à mettre en pratique parce qu'en plus, c'est vrai que les rêves, bah, tout le monde te dira, bah, tout le monde ne fait pas forcément des rêves. Par contre, quand tu commences à les noter, en général, quand tu commences à y faire plus attention, il y a plus de choses qui te viennent, mine de rien. On te dit, ah, bah, tiens, je vais noter mes rêves. C'est un exercice que je donne souvent et les gens me disent, mais je rêve pas. Je dis, ah, ok, d'accord. Et puis quand ils demandent de le faire, tu te dis, ah, tiens, parce que du coup, tu écoutes
Et, C'est ça. et donc, il y a plus de choses qui arrivent. Donc, c'est donc un, écouter les rêves. Deux, ramasser. Bon, ne volez pas les jouets de vos enfants, c'est pas sympa. Demandez-leur la permission, hein, c'est comme ça, c'est la règle pour tout le monde. Et donc, aller chercher dans la nature. Et en plus, c'est les vacances. Pendant les vacances, c'est un bon moment et pour se promener et pour voilà, laisser aussi son esprit un peu à la porte et collecter tout ce qu'on peut collecter. Donc, mille merci pour ces magnifiques partages et pour cette magnifique découverte. Donc Cécile, si vous souhaitez en savoir plus, ben, vous allez sur le site entrepreneuraligné.com et l'onglet sommet. Et dans l'onglet du sommet, eh bien, quand vous cliquez dessus, il y a donc, quand vous sélectionnez l'onglet, il y a tous les intervenants, dont Cécile. Et quand vous voyez le petit bouton qui est Cécile, vous cliquez dessus et derrière, vous avez toutes ces informations sur ses programmes, ce qu'elle a écrit, sa biographie, vous avez toutes les informations où vous pouvez la trouver. Donc, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Cécile, moi, je te remercie pour ton temps, pour cette belle création, invention, méthode que j'aime beaucoup. Je trouve que c'est vraiment voilà, une très belle découverte et merci beaucoup pour ton temps et d'avoir pris le temps de le partager avec nous. Avec grand plaisir. Merci beaucoup, Émilie. Merci beaucoup, tout le monde. Et je vous souhaite un très bel été avec beaucoup, beaucoup de symboles, de métaphores et d'archétypes.